Et donc, pour aborder avec nous l'angle territorial de cette inclusion économique, je voudrais qu'on appelle Erika Cogne. Bonjour Erika, bienvenue. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous, Erika. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver sur ce sommet. Votre parcours parle pour vous. Vous avez dirigé la fondation Accenture avant de prendre les rênes de Télémac. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore Télémac, c'est une remarquable association qui accompagne des jeunes de milieux modestes, partout en France, dès le collège, grâce au mentorat. J'en dis pas plus, je vous laisse la parole jusqu'à 12h35. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction. Je ne savais pas, donc c'est une belle surprise. Et je vais inviter à me rejoindre différents intervenants. Alors malheureusement, Yannick ne sera pas avec nous. Il vient de m'envoyer un petit email. Il a une urgence. Néanmoins, j'invite Pierre Olivier, directeur des partenariats stratégiques de l'entreprise Vicat, entreprise emblématique en France. Charles, directeur général délégué de chez FDJ United. Et enfin Pierre, directeur exécutif B2B et B2C chez SFR. Comme vous le voyez, je suis bien entourée et donc on va pouvoir vraiment pour aujourd'hui, ensemble, pendant exactement 34 minutes, discuter effectivement des territoires et de comment on travaille l'inclusion dans les territoires. Alors, plus de 700 000 postes à pourvoir en France d'ici 2030, avec des régions en déficit de main-d'œuvre, déjà Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Pays de la Loire. Comment est-ce qu'on embarque les entreprises qui sont, je vous le rassure, déjà embarquées à l'échelon local et comment on améliore le rapprochement offre et demande d'emploi? Et je vois France Travail dans la salle avec Hélène et Samir et je pense que c'est des problématiques qui nous préoccupent au quotidien. Comment décloisonner les interventions des acteurs de l'emploi et de la cohésion sociale et quelle synergie entre les acteurs territoriaux bénéfice du développement local? Voilà qui va nous occuper ensemble. Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter ensemble, tous les quatre, de répondre. Alors, je vais commencer par vous, Pierre Olivier. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques au sein de l'emblématique entreprise Vicat qui œuvre dans le secteur des matériaux de construction. Allez, si vous avez le temps, à l'île d'Abo, visiter le super laboratoire du ciment, notamment nos jeunes adorent ça. Et vous êtes implanté à l'île d'Abo, mais également sur 60 sites dans 6 régions. Quelles sont vos problématiques de recrutement actuellement ? Eh bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question. Alors, effectivement, je représente un groupe cimentier, le groupe Vicat, qui a une longue histoire industrielle. Et nous sommes présents, alors c'est plus que 66, c'est Vicat en France, c'est 3000 collaborateurs et c'est plus de 200 sites. Et nous sommes très présents sur les territoires ruraux parce que c'est le propre de l'histoire industrielle et de l'histoire des carrières qui fournissent les matières premières pour alimenter les usines. Alors, ce qu'il faut retenir, les problématiques qu'on a, je pense qu'il y a 2 problématiques qui ressortent à l'heure actuelle. La première, c'est qu'on a encore un travail à faire pour mieux faire connaître les métiers de l'industrie. L'industrie est en train de connaître une révolution. Alors, c'est à la mode, mais l'IA arrive, mais on est déjà utilisateur de l'IA depuis déjà pas mal de temps. Donc, en fait, l'industrie aujourd'hui, ce sont les dernières technologies. À l'heure de la réindustrialisation, à l'heure de la décarbonation, ce sont des métiers qui sont en pleine évolution. Et dans nos sites industriels, on est plutôt de culture technique. C'est-à-dire que nous recherchons des profils qui sont liés à la maintenance, mécanique, électricité, mais pas que. Voilà. Mais sachez, donc le premier sujet, c'est l'image de l'industrie. Et on doit travailler à mieux faire connaître l'industrie auprès de notre jeunesse, qu'elle soit urbaine ou rurale. Et puis le deuxième sujet de préoccupation, c'est lié au fait qu'on soit justement sur des territoires plutôt ruraux et la distance, en fait, elle est donc derrière ça, c'est la question des mobilités pour venir travailler sur nos sites. Et donc, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que par exemple, quand on travaille sur les quartiers, etc., les gens qui vivent en ville, eh bien, ils ont une image parfois de la ruralité qui n'est pas celle qu'on peut avoir. Et finalement, on peut très bien vivre en milieu rural, mais là aussi, il y a de l'information à partager, à mieux faire connaître pour que les gens viennent travailler chez nous et soient heureux. Donc effectivement, on a déjà avec vous, Pierre Olivier, identifié 2 leviers, comment mieux faire connaître les métiers de l'industrie
et comment travailler sur les sujets de mobilité et donner envie d'aller habiter dans le rural. Moi, pour le coup, vous prêchez une convaincue, mais bon. Finalement aussi, cette question, elle intervient très tôt, je pense. C'est comment, notamment sur les métiers de l'industrie, il y a tout un travail qui avait été réalisé avec France Industrie, avec des entreprises emblématiques comme la vôtre, pour intervenir très très tôt dans la construction des images, mentalités sur les métiers de l'industrie, notamment pour les jeunes filles. Charles, on se connaît bien également. Vous êtes une entreprise très présente sur les territoires, FDJ United. En tant qu'entreprise, comment est-ce que vous abordez la question de l'emploi dans ces territoires et notamment les quartiers urbains et les QPV ? En effet, on est implanté sur l'ensemble du territoire, alors surtout en fait à travers nos points de vente, mais aussi à travers un certain nombre d'implantations de l'entreprise en tant que telle. Donc, je vais répondre en tant qu'entreprise employeur. Je vais commencer par répondre peut-être en faisant une réponse un peu étonnante. Je pourrais dire, on pourrait ne pas s'intéresser à la problématique de l'emploi dans les territoires. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit employeur. D'abord, je le disais, on est un peu plus de 3000 personnes dans l'entreprise. On est des cadres essentiellement. On n'a pas de problème de recrutement. Donc, on pourrait ne pas s'intéresser et on ferait une erreur. On ferait évidemment une erreur parce qu'on se priverait de l'accès à un bassin d'emploi de talent qui est différent de ce que l'on a, qui représente une diversité qui est la diversité de la population française. Et pour nous, ne pas avoir accès dans notre entreprise, ne pas avoir la représentation de la diversité de la population française, ça serait une faute, je pense, au-delà de la faute morale, mais ce serait même une faute économique, puisque nous sommes une entreprise de grande consommation, nous avons 27 millions de clients, et donc nos clients, ils représentent l'intégralité de la diversité de la société. Donc forcément, en tant qu'entreprise employeur, au-delà encore une fois de nos convictions propres qui de toute façon nous y poussent, on doit accéder à ce type d'emploi. Et en fait, force est de constater que ça ne va pas de soi, parce que les barrières sont nombreuses, elles sont plus ou moins invisibles, mais elles existent. D'un côté, effectivement, pour les candidats éventuels, il y a l'accès à l'information, les réseaux, la capacité d'aller vers ces entreprises qui sont susceptibles de les recruter. Et puis du côté des entreprises, on le sait, il y a de nombreux obstacles aussi, notamment ce que l'on connaît bien, ce sont les biais qui sont les biais de recrutement, les stéréotypes. Donc, comment est-ce qu'on aborde cette question ? Je vais faire une réponse très simple, en fait, à deux voies essentiellement. La première voie, c'est la formation en interne, chez nous. Ça commence par là, c'est-à-dire former nos managers, former nos recruteurs sur cette problématique du recrutement dans les quartiers, dans la problématique de la diversité. C'est vrai d'ailleurs pour tous les sujets de diversité. Donc c'est une formation sur le recrutement et l'emploi, parce qu'après il y a le management. Donc on forme sur d'abord ce que sont les enjeux qui sont liés à la diversité. Il y a le cadre légal, il y a toutes les discriminations. On sait qu'en général les gens découvrent que discriminations du point de vue légal sont beaucoup plus nombreuses que celles que l'on imaginait. Mais je dirais que le légal est un élément, mais c'est un porte d'entrée, mais on ne doit pas s'en arrêter là. C'est les enjeux associés à la diversité dans l'entreprise. C'est aussi le travail, alors ça c'est très important, le travail justement sur ces fameux biais que j'évoquais il y a un instant, ces stéréotypes. Moi, je suis convaincu, et pour avoir fait la formation moi-même, mais comme tout le COMEX, on a tous des stéréotypes. On peut avoir toutes les meilleures intentions, l'ouverture d'esprit que l'on veut, etc. On a tous des stéréotypes qui sont présents, et ces stéréotypes, il faut travailler dessus, il faut les déconstruire si on veut arriver à organiser de manière beaucoup plus fluide le recrutement de ces publics que l'on n'a pas l'habitude d'avoir, parce que le recruteur, le manager, il fait de la reproduction sociale, la reproduction des diplômes. Donc, quand il est confronté inconsciemment à des noms, des prénoms, des diplômes, des lieux d'habitation, il peut être amené inconsciemment à ne pas évaluer la candidature qu'il a en face de lui à l'aune de ce qu'est la réalité de cette candidature. Et puis le deuxième volet, c'est ce que j'appellerais l'aller vers, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive en contact avec ces publics et pas attendre qu'ils viennent candidater
diversité. Ça passe beaucoup par des organisations physiques. D'ailleurs, c'est des forums. Hein. Alors, pour l'alternance, il y a des forums dans certaines universités qui sont implantées dans ces quartiers sur lesquels il faut aller. Mais des forums de ce type-là, hein, tout simplement, comme aujourd'hui. Donc, il faut vraiment s'organiser avec les RH et avec les services qui recrutent pour aller vers ces publics de façon à montrer qu'on recrute et puis surtout avoir accès aux candidatures. Ça marche en fait, hein, parce que on fait faire la mesure très récemment par Mosaïque d'ailleurs, c'est qu'on a un peu plus de 13% de nos recrutements l'an dernier qui ont été faits dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc comme il y a je crois 8% des personnes qui y habitent, ça veut dire qu'on arrive à compenser et vraiment aller au-delà de cette simple pourcentage. En alternance aussi, c'est un outil extrêmement important de contact que je n'ai pas évoqué. On a accueilli beaucoup d'alternants. L'année dernière, 15% de nos alternants venaient des quartiers aussi prioritaires de la ville. Et tout ça permet de construire un écosystème qui permet effectivement d'arriver à recruter dans ces milieux. Après, il ne faut pas se leurrer, il faut aussi s'assurer qu'on arrive à tenir dans la durée, y compris dans le management. Donc, on mesure tous les ans, je crois, on mesure la situation de la diversité dans l'entreprise, le sentiment d'inclusion que l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise et vis-à-vis desquels ils peuvent évoquer le sentiment de discrimination qu'ils sont susceptibles de rencontrer. On n'est pas en train de mesurer une réalité, on est en train de mesurer la réalité d'une perception par les individus, mais c'est extrêmement important parce que c'est ça qui compte en fait à l'arrivée. Et ça nous permet là aussi de savoir s'il y a des choses à corriger et dans nos formations de travailler sur ces corrections. Et puis un dernier point aussi que je voudrais dire, parce qu'il n'y a pas que le recrutement, tous les emplois ne vont pas sortir des quartiers pour aller dans les entreprises, travailler dans les sièges sociaux ou ailleurs. Il faut aussi, pour des tas de raisons, qu'il y ait des emplois qui se créent dans les quartiers. Et donc pour ça, nous, ce que nous faisons aussi, c'est que nous essayons de recourir au maximum aux achats auprès d'entreprises qui sont localisées dans les quartiers prioritaires de la ville. On a 11%, je crois, de nos achats qui sont effectués dans ce type de quartier, ce qui permet là aussi de développer l'emploi, parce qu'in fine, ce qui compte, c'est de développer l'emploi, parce que c'est par l'emploi que passera l'insertion. Merci beaucoup, Charles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, vu l'actualité, on se dit tiens, on recule sur les enjeux de diversité, d'engagement sur les territoires, etc. Mais quand on écoute Charles, quand on écoute Pierre, Olivier, déjà, je me dis waouh, on est en train d'agir depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et voilà, on a des vraies stratégies d'entreprise qui ont de l'impact sur les territoires, qui mesurent leur impact. À la fois au niveau individuel et au niveau collectif. Et je pense j'espère qu'il y a quelqu'un qui prend un compte-rendu de cette table ronde. Sinon, voilà, c'est filmé. Sinon, je me propose de faire un vade-mecum de tout ce qui est dit de très intéressant, parce que j'ai l'impression qu'on arrive à un stade de maturité où maintenant, on va pouvoir accélérer encore plus parce qu'on a ce savoir-faire sur la compréhension des quartiers. Donc, merci beaucoup. Pierre, côté SFR, vous avez aussi des préoccupations de bien recruter sur les territoires, l'ensemble des territoires. Quelles sont vos difficultés et comment est-ce que vous avez déjà résolu ces difficultés ? Bonjour à toutes et tous. Alors, à la question, est-ce que j'ai des difficultés particulières à recruter sur les territoires versus l'Île-de-France ? La réponse est non. En fait, on est une marque forte, une marque commerciale connue avec SFR et bien sûr RAID. Et donc, on est déjà présent de manière massive sur les territoires. Donc, pas forcément de difficultés complémentaires avec les territoires. Par contre, j'ai 2 gros problèmes. Le premier problème, c'est d'aller chercher les talents. On est dans un monde et dans un domaine numérique sur lequel on a besoin d'aller chercher des compétences particulières. Des compétences qui parfois peuvent être pointues autour de la cybersécurité, autour du cloud, autour de la gestion de la relation client. Et aujourd'hui, le système éducatif français et les écoles ne délivrent pas sur le marché suffisamment de talents pour pouvoir répondre aux besoins des différentes entreprises, que ce soit la FDJ ou que ce soit d'autres entreprises. Ça, c'est une véritable problématique. La deuxième problématique, c'est qu'il n'y a pas de femmes, ou peu de femmes, pas assez de féminisation de ces métiers.
Là, bien évidemment, et je dirai un mot sur les associations en fin de propos, mais on travaille avec des associations, on travaille avec l'association Elle Bouge pour pouvoir remonter le fil le plus en amont possible. Et il faut démarrer très jeune dans les écoles, dans les collèges, pour pouvoir donner envie aux jeunes femmes, aux futures femmes, de pouvoir s'engager dans ces métiers-là. Elles ne veulent pas vraiment y aller. Et je dirais même plus, puisque j'ai la chance aussi de présider le conseil d'administration de mon école d'ingénieur, l'école d'ingénieur que j'ai faite. J'avais un conseil d'administration pas plus tard qu'hier. Et en fait, il y a une désaffection sur ces métiers techniques pointus. Il y a plus de place en école d'ingénieur que de candidats. Il faut juste avoir ça en tête. Quand on veut être ingénieur, aujourd'hui, alors il faut avoir un peu la tête quand même un peu bien faite, on peut devenir ingénieur parce qu'il y a de la place. Bon, donc ça, c'est une des problématiques. Donc, le nombre, la compétence et puis la féminisation qui sont des sujets. Si je fais le lien entre les territoires et les télécoms, puisque c'est notre métier chez SFR, on a un rôle juste essentiel, c'est l'aménagement numérique du territoire. La France a fait une prouesse avec ses opérateurs, et SFR en particulier, le déploiement de la fibre optique en un peu plus d'une dizaine d'années. Ça a été structurant, ça a bouleversé un certain nombre de choses. Et on a fait la même chose sur le domaine de la radio, avec la 4G, 99%, 99,9% de la population couverte. La 5G maintenant, on est capable de travailler partout sur le territoire, en fait. On a la capacité, et ça a changé un certain nombre de choses. Avant, il y avait, dans le domaine du numérique, 40% des emplois qui étaient en Île-de-France. C'est 32% maintenant. Donc on voit que ça a permis de diffuser cette capacité à pouvoir travailler partout. Et le point qui est important, c'est qu'on a changé aussi les modes de travail. Ils sont devenus plus flexibles et ça correspond plus aux attentes des jeunes aujourd'hui qui veulent du télétravail. Aujourd'hui, on a 30% de personnes en France, 29% le chiffre exact, de personnes en France qui font au moins une journée de télétravail régulier. Ce sont les attentes. Ça a permis de développer aussi d'économies en région. Pourquoi ça a développé l'économie en région? C'est parce qu'on a été capable de faire des espaces de coworking au plus proche pour les personnes qui ne pouvaient pas travailler chez elles. Et donc, ça a développé le tissu économique. Et nous, on est partie prenante du développement de par notre footprint. 550 boutiques, 2000 personnes qui travaillent dans nos boutiques et toute l'activité B2B sur laquelle on a des commerciaux qui sont présents en région. Et on en recrute. J'en ai 30 en cours de recrutement en ce moment. Donc, j'en cherche avec les compétences un peu pointues que j'évoquais. Et donc, on est un acteur majeur qui essaye d'avancer pour pouvoir trouver les bons candidats. Alors, pour trouver ces bons candidats, on s'appuie aussi sur la fondation SFR et on travaille avec de nombreuses associations. J'ai cité tout à l'heure Elle Bouge pour les talents au féminin, mais on travaille aussi et on a accompagné plus de 10 000 jeunes pour pouvoir trouver un emploi. Avec, et là je prends mon anti-sèche, avec le déclic et la plateforme We Take Care. Et puis on travaille aussi sur les territoires pour pouvoir accompagner les jeunes des quartiers qui ont envie d'entreprendre, pouvoir créer, via du mentorat, pouvoir créer leur entreprise. Voilà, donc on est bien présent sur les territoires. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et moi j'ai envie de dire en conclusion de ce propos, voilà, il faut qu'on remonte le fil et qu'on aille chercher effectivement, qu'on fasse en sorte qu'en France, on développe beaucoup plus de talents, parce qu'on en a besoin, et des talents féminins. Merci beaucoup, Pierre. Et effectivement, on aborde la question de la féminisation des métiers, on continue d'aller vers les femmes, d'aller vers les jeunes filles notamment, et aller vers des nouveaux métiers. Donc, deux autres problématiques additionnelles qui sont adressées par nos entreprises. Pierre-Olivier, comment vous souhaitez compléter le propos sur les métiers de l'industrie? Alors, sur les métiers de l'industrie, la question, donc, tout à l'heure, j'ai évoqué les difficultés qu'on avait, mais heureusement, il y a des solutions sur lesquelles on travaille afin de relever ces défis. Et ça a été dit, je rejoins complètement la question de l'alternance. Aujourd'hui, l'alternance, c'est un outil formidable pour faire que des jeunes nous rejoignent pendant leur période de formation et qu'ils puissent découvrir les métiers de l'industrie. Il faut savoir que chez Vicat, aujourd'hui, on est à près de 7% d'alternants et on en est très content. Donc c'est quelque chose qui a été un axe fort qui a été privilégié par l'entreprise.
Le deuxième point, je pense que c'est l'entreprise, elle n'est pas hors sol sur un territoire. L'entreprise, elle a besoin d'établir des liens avec son territoire, justement pour ces questions de recrutement, mais pas que. Et donc, je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut qu'on réfléchisse. À chaque fois, c'est ce que j'explique, c'est globalement, c'est qu'est-ce que l'entreprise peut apporter à son territoire et globalement, qu'est-ce que le territoire peut apporter à l'entreprise. Et ça, c'est ce qui va fonder le dialogue que nous avons avec les collectivités ou avec les associations qui travaillent autour de nous. Je veux dire, là, ça a été aussi évoqué le rôle des associations. En matière d'insertion, d'inclusion, aujourd'hui, la France est un pays qui a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et je citerai, vous avez évoqué l'association pour les jeunes femmes, Elle Bouge, nous c'est Révèle. Et ça, c'était aussi un dispositif qui a été extrêmement intéressant, c'est-à-dire que les collectivités, avec la fondation Break Poverty, on travaillait sur le territoire. Donc nous, ça a été dit, vous avez parlé de l'île d'Abo tout à l'heure, on est en Nord-Isère, le siège social, les laboratoires sont en Nord-Isère. Et là, les collectivités ont travaillé avec cette fondation pour sélectionner des associations, parce que souvent on est très sollicité par les associations. La question, c'est comment on choisit telle ou telle association pour travailler sur nos sujets. Et là, les collectivités et la fondation ont auditionné près de 50 associations qui traitent de ces questions de l'inclusion, de la lutte contre la pauvreté, voilà, tout ce qui va tourner autour de ces sujets. Et elles ont finalement validé 7 associations. Et ces 7 associations, nous les avons reçues chez Vicat et on a présenté à l'ensemble, on avait invité d'autres entreprises du territoire et ces associations ont pu pitcher et présenter leur démarche, comment elles travaillaient sur l'inclusion pour faciliter le recrutement. Et après, les entreprises étaient libres de choisir, mais il y avait cette notion de présélection par rapport aux enjeux du territoire. Et aujourd'hui, c'est comme ça qu'on a sélectionné l'association Révèle qui travaille sur améliorer la confiance en soi des jeunes femmes. Mais pas que, enfin, il n'y a pas que ces associations-là. On a aujourd'hui toute une série de partenariats pour améliorer les capacités d'inclusion du territoire. Et je pense qu'effectivement, les entreprises ont tout intérêt à élargir les viviers de recrutement et d'aller chercher de nouveaux talents. Et vous l'avez dit, sur les jeunes femmes, c'est un sujet vraiment qui nous préoccupe parce que là, on a de la compétence. On s'est aperçu, par exemple, sur certains pays où les jeunes femmes, ça apportait un dynamisme, un niveau de compétence aussi qui s'enrichissait la qualité de nos équipes. Donc ça, c'est un point important, ces partenariats qu'on tisse sur les territoires. Et puis, je pense qu'on a, tout à l'heure, ça a été un petit peu évoqué en creux, c'est-à-dire qu'on a un déficit de communication. Et globalement, on a aussi 2 atouts, je vois au titre de notre entreprise, c'est l'image de l'entreprise. Vicat, enfin, sur ces territoires, je veux dire, on travaille à la faire connaître, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est l'histoire d'un homme, Louis Vicat, qui au XIXe siècle invente le ciment artificiel, ne dépose pas de brevet, fait don à la collectivité. Voilà, c'est pas lui qui va créer l'entreprise, c'est son fils, mais globalement, ça commence par une belle histoire. Et aujourd'hui, les enjeux qu'on a à relever, c'est des enjeux aussi qui sont intéressants pour nos jeunes. C'est comment on va vivre demain sur notre territoire, comment on va habiter, comment on va se déplacer. Et les matériaux de construction vont contribuer à cette évolution. À l'heure où il faut faire à la fois de la décarbonation, il faut faire de l'économie de matière, il faut intégrer la biodiversité dans les environnements urbains. Et donc, c'est comment tout ça est en train d'être repensé. Et c'est extrêmement motivant, challengeant et pour des jeunes qui sont sensibles à ces questions-là. Donc ça, c'est l'image de l'entreprise. Et puis également, au final, je dirais que Vicat, de par la nature de ses métiers, on offre des possibilités d'évolution importantes. Et ça, je pense que c'est important pour quelqu'un qui nous rejoint, c'est que ce n'est pas simplement l'emploi qui va tout de suite trouver chez nous, c'est aussi ces possibilités d'évolution. Et ces possibilités d'évolution, c'est à la fois en France,
mais aussi à l'international, puisque notre groupe est aujourd'hui présent sur 12 pays et que nous avons une politique active, par exemple, sur les VIE. Donc, quelqu'un qui aura fait une alternance chez nous, après, il pourra partir en VIE sur un pays à l'étranger. Et ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas enfermé. Voilà. Quand on rentre dans une entreprise, je pense qu'on n'a pas envie d'être enfermé. Alors, l'évolution, elle peut se faire soit dans l'entreprise, soit aussi... et c'est normal de pouvoir évoluer dans d'autres entreprises, faire des allers-retours. Mais je veux dire, aujourd'hui, une carrière, moi je vois les gens, alors, parfois le risque qu'on a chez nos jeunes, c'est qu'ils sont impatients, ils veulent aller vite. Ils veulent faire de la stratégie tout de suite. Voilà, ils veulent... bon. Mais globalement... je pense qu'il faut... alors, il y a les nouvelles façons de travailler. C'est vrai que aujourd'hui, ça évolue. Mais globalement, quand on rentre chez nous, il ne faut pas se sentir enfermé. Il faut pouvoir se sentir avec des capacités d'évolution. Et ça, c'est attractif. Merci beaucoup. Alors, si je reprends un petit peu en synthèse, je trouve que c'est quand on a des interventions comme ça aussi riches. Donc, on s'est dit favoriser l'alternance, développer le lien avec les associations au niveau territorial, notamment à travers les dispositifs locaux d'accompagnement. Essayer d'expliciter tout le sens à travers vos métiers. Parce qu'en fait, souvent, on a un métier et en fait, comment est-ce qu'à un moment donné, ce métier s'adapte à la société? Et enfin, comment est-ce qu'on donne envie de rester dans l'entreprise, notamment à travers les perspectives d'évolution pour rester ou changer de territoire? Ça fait une transition parfaite. On a parlé de plusieurs associations depuis tout à l'heure. Moi, je n'ai pas fait la promotion de Télémac, mais peut-être que Charles, tu la feras d'ailleurs. J'aurais pu la faire. Pardon, mais blague à part, j'aime bien rigoler, certains d'entre eux le savent. Mais comment est-ce que finalement, ça fait longtemps que chez FDJ United, vous avez vraiment, notamment cet appel à grands projets nationaux, ce travail sur les territoires avec les associations au niveau national. Comment est-ce que vous favorisez l'inclusion dans les quartiers, notamment, Charles? Alors effectivement, on part d'un constat, c'est que il y a beaucoup de talents, on l'a tous dit, hein, et tout le monde en est convaincu. Il y a beaucoup de talents dans le quartier. Simplement, il y a des barrières, il y a des limites, et donc il faut aider pour que ces emplois accèdent, ces talents accèdent aux emplois. Alors j'ai évoqué notre rôle en tant qu'employeur, mais je vous ai dit on a assez peu de bras de levier parce qu'on est un petit employeur finalement. Donc nous, le choix qu'on a fait effectivement, c'est de passer à travers la fondation pour avoir beaucoup plus d'impact. Donc on a une fondation qui est consacrée à la lutte contre l'exclusion en réalité, donc l'égalité des chances à travers l'éducation d'un côté et la lutte contre l'insertion sociale et l'insertion professionnelle notamment. D'ailleurs, je remarque qu'en fait, la cohésion de la société et l'ascenseur social dont on parle souvent, il repose vraiment sur deux leviers. Il y en a plein d'autres, mais il y a deux leviers majeurs, c'est l'éducation et l'emploi. Donc là, on est vraiment au cœur d'un des deux leviers qui est celui de l'emploi. Donc on a une fondation effectivement qui est dotée d'à peu près 5 millions d'euros par an, qui travaille avec des associations qui sont elles-mêmes dans ces deux domaines que j'évoquais, l'éducation d'une part, et puis l'insertion sociale et notamment l'insertion professionnelle. Alors dans l'éducation, on travaille avec des grandes associations magnifiques comme Télémac, bien entendu. Voilà, je l'ai fait. Mais d'autres comme Article 1, Unicité, etc., qui permettent effectivement à des jeunes de faire tomber les barrières qui leur sont propres, parce que c'est aussi ça la question, les barrières que l'on rencontre. J'ai évoqué les barrières du côté les biais, les stéréotypes du côté des employeurs finalement, mais il y a aussi des barrières psychologiques entre guillemets du côté des talents qui sont le manque de confiance en soi. Beaucoup, on le rencontre souvent. Je vais évoquer une expérience que l'on fait en ce moment qui est assez révélatrice, qui est la non prise de conscience de ce que sont ces compétences, parce qu'on parle beaucoup des compétences professionnelles, c'est très important, mais il y a toutes les autres compétences, les fameuses compétences transverses qui sont extrêmement importantes aussi. Le sentiment aussi de ne pas
pas être légitime, c'est qu'il faut combattre, qui est compliqué, hein, mais quand on a vécu dans un quartier, dans un milieu donné, peut avoir tendance, enfin en tout cas c'est ce que nous disent les associations, à reproduire les schémas, ce que nous dit Télémac notamment, à reproduire les schémas sociaux, d'emploi de ses aînés, de son entourage, et donc de ne pas avoir, j'allais dire, c'est pas une question de courage, c'est simplement la conscience que l'on peut aller au-delà et que l'on peut sortir de ces barrières-là. Donc c'est à ça que sert la Fondation, à travers les associations qu'elle aide, et ça nous permet d'avoir, encore une fois, un bras de levier beaucoup plus important, puisque on a, l'année dernière, ainsi pu faire bénéficier, enfin, on a fait progresser 50 000 bénéficiaires à travers ces associations, dont l'essentiel d'ailleurs viennent des quartiers. Et ce qui est intéressant aussi, qu'on a réussi à mettre en œuvre, c'est que la Fondation, il n'y a pas d'un côté la FDJ employeur, FDJ United employeur, et puis de l'autre côté la Fondation. La Fondation elle-même agit dans l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs. Je prends 2 exemples extrêmement simples. C'est le mentorat. La Fondation promeut le mentorat des collaborateurs au sein de l'entreprise, mentorat vis-à-vis des bénéficiaires des associations qu'elle aide elle-même. Tu le sais, puisqu'on a sur Télémac, c'est comme ça que ça fonctionne, mais avec d'autres associations aussi. Donc on a 4% de mentors dans l'entreprise, et les mentors, pour eux, ça fait beaucoup de sens parce qu'ils sont dans l'entreprise et ils ont l'impression, d'une certaine manière, de répondre à une conviction qui est la leur, mais aussi de participer à une politique d'entreprise, puisque c'est les associations qui sont aidées par la fondation d'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et la fondation est aussi impliquée dans les stages, notamment les stages de 3e, les stages de seconde, pour éviter que ce soit effectivement le réseau relationnel des collaborateurs qui permettent à des enfants d'aller faire leur stage dans l'entreprise. La fondation est allée chercher des collèges et des lycées dans les quartiers, donc des gens qui ne connaissent pas du tout l'entreprise, qui ne connaissent personne dans l'entreprise, mais pour faire venir des promotions de stagiaires dans l'entreprise qui, sinon, ne trouveraient pas de stage. Hein. On le sait très bien, c'est quelque chose qui est malheureusement une réalité. Donc voilà. Et pour aller plus loin, on a expérimenté un dispositif qu'on a voulu tester en propre, donc opérationnaliser en propre, qu'on appelle lycée pro solidaire, puisque c'est la question des lycées professionnels, et pour les industriels connaissent beaucoup mieux que moi, mais souvent est un peu laissé pour compte pour ce qui est cet accès à l'emploi et ce travail sur ces limites que l'on rencontre. Et donc, on a un programme avec des lycées les quartiers nord de Marseille, notamment, qui consiste à prendre une classe avec un enseignant et à leur proposer de développer un projet solidaire au niveau de la classe pendant 2 ans, pendant les 2 ans jusqu'au bac pro. Pendant 2 ans, ils développent un projet solidaire dans leur quartier en général. Alors, ça peut être d'aller travailler avec un EHPAD donc en intergénérationnel pour animer des personnes âgées. Ça peut être de coacher et de faire du mentorat de jeunes placés, par exemple. Enfin bon, il y a beaucoup de projets de ce type-là. Et ce projet, ils doivent le concevoir, le construire, le budgéter. Et puis ensuite l'organiser et le mettre en œuvre collectivement au niveau de la classe. Et ils doivent, à 2 reprises, présenter leur projet devant un jury composé d'enseignants, mais aussi de gens extérieurs à l'enseignement, de professionnels, notamment de collaborateurs de l'entreprise, dans lequel ils doivent présenter leur projet et le faire valider. Et puis ensuite, a posteriori, présenter les résultats de ce projet. Ils sont accompagnés, ils sont formés à la communication en public, à la présentation de projet par un journaliste. Donc, ils ont une vraie formation professionnelle d'une certaine manière. Et à l'issue de ces 2 ans, une fois passés devant le jury, ils ont la possibilité d'organiser un voyage à l'étranger à toute la classe, en Europe, voire aux États-Unis. Il y en a qui sont allés à New York, pour à la fois parler avec d'autres associations de leur projet, rencontrer d'autres gens, et puis aussi faire un petit peu de tourisme. C'est la récompense. Et ce que l'on observe chez ces jeunes, c'est une transformation complète en fait de leur appréhension du monde extérieur. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui pensaient ne jamais sortir de leur quartier. Pour certains de Marseille, du quartier nord de Marseille, ils étaient rarement allés dans le centre de Marseille. Même. Il y en a à Vitrolles aussi, oui, tout à fait. Et bien là, non seulement ils sortent,
sortent de leur quartier, mais ils envisagent de faire des études en dehors de leur quartier, voire en dehors de leur ville. Il y en a qui montent à Paris ou qui vont dans d'autres villes. Et ils ont acquis confiance en eux, ils ont acquis une capacité de communiquer. Et donc, ce que nous disent les enseignants et l'évaluation qu'on a faite par un organisme extérieur montre qu'il s'agit d'une transformation complète de l'individualité de ces personnes. Donc ça, c'est une expérience qu'on essaye de généraliser. C'est assez lourd comme projet, mais c'est une démonstration aussi qu'à tous les niveaux, et quel que soit le niveau de formation, en réalité, ces barrières, elles existent, mais on peut les faire tomber. Par contre, c'est un peu de travail. Et dernier petit point en 10 secondes, là, on fait sortir les gens de leur quartier, je dirais à travers ce que je viens d'évoquer. Il y a des cas de figure dans lesquels les gens ne peuvent pas sortir de leur quartier parce que des problèmes de mobilité, des mobilités physiques, psychologiques aussi, hein, des problèmes des personnes seules, des aidants, etc., avec un enfant. Donc là, il y a des dispositifs qui existent, qu'on aide aussi. Moi, je pense à un projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui installe des entreprises et qui crée des CDI pour des personnes qui n'ont jamais parfois travaillé et qui permet effectivement d'avoir aussi des solutions. Merci beaucoup, Charles, de tout ce propos. Et notamment, ça pose la question de également comment on développe les compétences de ces jeunes des territoires. Et il y a tout un vocabulaire avec le temps de notre engagement sur les questions d'inclusion autour de ces compétences qui permettent de lutter contre le déterminisme social, et à savoir que nos jeunes dans les territoires sont souvent plus armés, on le démontre et on le favorise pour justement renforcer ces territoires et redonner, on l'a un peu mentionné dans ton propos Charles, redonner aux territoires, redonner à la société. Et je vois qu'il est pile l'heure de la fin de la table ronde. On n'a pas le droit à une petite question? Non. Vraiment très rapide, hein, parce que vous êtes intarissable sur le sujet. Je dis pas que c'est pas bien. Oui, je veux bien voilà. prendre très court. une minute. Très rapide. J'avais envie de vous parler d'un sujet, de l'intelligence artificielle, en fait. Très rapidement, qui va être un enjeu juste majeur. Il y a plein de gens qui prédisent que certains métiers vont disparaître, d'autres qui pensent que les métiers de demain, il y en a 30 ou 40% qui n'existent pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des métiers qui vont continuer à exister, les métiers chez SFR, de commerce, de relations clients, de réseau, on va continuer à les avoir. Par contre, on va les exercer différemment. Et c'est ça qui est important. Et donc, pour revenir aux territoires ruraux et aux jeunes dans les quartiers, il ne faut pas qu'ils passent à côté de l'intelligence artificielle. C'est juste fondamental parce que ça va s'insérer dans tous les interstices et ça va permettre aux entreprises et bien sûr aux salariés d'être plus efficaces. Et donc voilà, donc il y a des actions qui sont menées aussi chez SFR avec des associations pour pouvoir accompagner à l'acculturation. Il ne faut pas passer à côté de ça. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais par contre, il faut la dompter. Et on ne peut pas passer à côté. Si on passe à côté, on passera à côté de beaucoup de choses. Voilà. Ça aurait mérité une table ronde, rien que pour l'intelligence artificielle et la transformation des métiers avec l'intelligence artificielle. J'ai fait 1,24. Hein. Non, mais c'est bien. Vraiment, vous avez respecté le timing. Un grand merci. C'était votre dernier mot à tous. Merci beaucoup. Et merci, Erika, pour ce débat. Merci également au public qui nous a suivis depuis le début de cette matinée. J'espère que vous avez pu apprécier les échanges.